Tout le monde sait que la politique étrangère du gouvernement américain est profondément hypocrite et fondée sur le deux poids, deux mesures. Cependant, lorsqu'on observe ce que les États-Unis font en Amérique latine, le niveau de malhonnêteté et de tromperie est véritablement stupéfiant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'administration de Donald Trump soutient l'un des politiciens les plus corrompus au monde, un oligarque colombien très étroitement lié au cartel de la drogue et aux groupes paramilitaires. Cela a été reconnu par les agences de renseignement américaines. Il n'est pas controversé de dire cela, et pourtant l'administration Trump le défend farouchement, alors qu'en même temps, le gouvernement américain lance une nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela, essayant de renverser le président vénézuélien de gauche Nicolás Maduro sur la base d'accusations, sans aucune preuve, selon lesquelles Maduro serait soi-disant lié au cartel de la drogue, tandis que, encore une fois, le gouvernement américain défend activement quelqu'un que le gouvernement américain sait travailler directement avec les cartels de la drogue dans le pays voisin du Venezuela, la Colombie. Mais bien sûr, la différence, c'est que Maduro est un dirigeant de gauche, étroitement allié à la Chine et à la Russie, et qu'il s'oppose à l'impérialisme américain et à l'ingérence des États-Unis en Amérique latine. Tandis qu'en Colombie voisine, le gouvernement américain soutient un oligarque corrompu, multimillionnaire et de droite, allié de longue date des États-Unis, malgré le fait qu'il collabore avec les cartels de la drogue depuis des décennies. Alors, de qui s'agit-il exactement? Aujourd'hui, je vais parler d'Álvaro Uribe, l'ancien président de la Colombie, un allié de droite inconditionnel des États-Unis, particulièrement proche de Donald Trump et du Parti républicain. Et en juillet dernier, la Colombie a connu un véritable séisme politique après qu'un tribunal a reconnu Uribe coupable de corruption, l'un de ses innombrables crimes. Cette affaire contre Uribe, qui est l'homme politique le plus puissant du pays, a été qualifiée de procès du siècle en Colombie. En réaction à cette décision prise par un tribunal colombien, le gouvernement américain s'immisce directement dans les affaires intérieures de la Colombie et tente de sauver l'un de ses alliés de longue date, Uribe, qui, encore une fois, est très étroitement lié au cartel de la drogue et aux groupes paramilitaires. Marco Rubio, qui est la personne la plus puissante du gouvernement américain après Donald Trump, occupe simultanément les postes de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale, et en réaction à cette décision d'un tribunal colombien, Rubio s'est exprimé sur Twitter où il a condamné le système judiciaire colombien et a déclaré, je cite, « Le seul crime de l'ancien président colombien Uribe a été de lutter sans relâche et de défendre sa patrie. » L'instrumentalisation de la branche judiciaire colombienne par des juges radicaux a désormais créé un précédent inquiétant. Fin de citation. Mais d'abord, pourquoi le gouvernement américain s'implique-t-il dans une affaire intérieure? Cela ne concerne aucun citoyen américain. C'est une ingérence flagrante. Mais l'hypocrisie est encore plus stupéfiante quand on réalise que le gouvernement américain sait depuis des décennies qu'Álvaro Uribe collabore étroitement avec les cartels de drogue les plus notoires au monde. Cela a été reconnu dès 1991 par l'une des principales agences de renseignement américaines, la Defense Intelligence Agency, la DIA. Elle a admis qu'Uribe, je cite, travaillait pour le cartel de Medellín, fin de citation, et qu'il était, je cite, un ami personnel proche de Pablo Escobar, fin de citation. Or, Pablo Escobar est le trafiquant de drogue le plus célèbre de l'histoire du monde. Netflix a même réalisé une série télévisée célèbre à son sujet, intitulée Narcos, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Et en Colombie, l'un des alliés politiques proches de Pablo Escobar était cet ancien président de droite, Álvaro Uribe, qui se trouve également être l'un des alliés les plus proches des États-Unis. Je devrais également préciser que le fils de ce trafiquant de drogue notoire, Juan Pablo Escobar, a écrit un livre dans lequel il détaille comment son père avait travaillé pour la CIA. C'est un fait bien établi. Le trafiquant de drogue le plus célèbre de l'histoire a travaillé en étroite collaboration avec la CIA et les agences d'espionnage américaines. Mais honnêtement, ce n'est qu'effleurer la surface des preuves liant cet allié proche des États-Unis au cartel de la drogue et aux groupes paramilitaires.
L'Associated Press, le média le plus grand public de tous, a rapporté en 2018, en citant des câbles déclassifiés du département d'État américain, qu'Alvaro Uribe, l'homme politique le plus puissant de Colombie, était étroitement lié au cartel de la drogue colombien. Cet article précisait que dans les années 1990, l'ambassade des États-Unis avait été informée du fait qu'Uribe était le cousin de la tristement célèbre famille criminelle colombienne des Ochoa et qu'ils utilisaient l'argent de la drogue pour financer ses campagnes politiques. Il a été gouverneur de son État, puis sénateur et ensuite il est devenu président du pays. Je veux dire, il existe des montagnes de preuves reliant Uribe au cartel de la drogue. Un autre exemple est survenu en 2013 lorsqu'un membre proche de la famille d'Uribe a plaidé coupable de trafic de drogue. L'ancienne compagne du frère d'Uribe, Jaime, qui est la mère de 2 des nièces d'Uribe, s'appelle Dolly Cifuentes Villa. Elle a plaidé coupable aux États-Unis et son organisation criminelle a été accusée d'avoir fait passer 30 tonnes de cocaïne aux États-Unis pour le compte du tristement célèbre cartel de Sinaloa au Mexique, et de superviser des opérations de blanchiment d'argent avec le chef du cartel, El Chapo Guzman, probablement le 2e trafiquant de drogue le plus célèbre au monde, après Pablo Escobar. Mais ce n'est pas tout. La corruption et les crimes vont encore plus loin, car en plus d'être étroitement lié au cartel de la drogue, Alvaro Uribe a également été très étroitement lié à des groupes paramilitaires ou... C'est un euphémisme. En réalité, il s'agit d'escadrons de la mort. Cela est également connu depuis les années 1990. L'Associated Press, le média américain le plus grand public, a rapporté en 2011 qu'un chef paramilitaire colombien emprisonné a accusé Uribe d'avoir soutenu son groupe armé illégal. Dans un témoignage vidéo, il a déclaré avoir organisé une milice qui opérait depuis le ranch appartenant à la famille d'Uribe, dans l'état colombien d'Antioquia, au nord-ouest, en 1996, alors qu'Uribe était gouverneur de cet état. Et ensuite, il est devenu sénateur, puis il est devenu président. Ce n'est en aucun cas la seule preuve qui le démontre. En 2018, le National Security Archive, basé à l'université George Washington aux États-Unis, a interviewé plusieurs personnes ayant travaillé au ranch appartenant à la famille Uribe, et elles ont dit exactement la même chose. Ils ont rapporté qu'un ranch appartenant à Uribe et à d'autres membres de sa famille servait de base opérationnelle à un groupe paramilitaire meurtrier, selon 3 anciens employés qui ont déclaré que la famille Uribe, et en particulier le frère de l'ancien président Santiago Uribe, entretenait une relation étroite et amicale avec le chef des 12 apôtres, qui était un escadron de la mort. Encore une fois, le terme groupe paramilitaire est un euphémisme. Il s'agissait d'un véritable escadron de la mort qui assassinait les personnes que les oligarques de droite en Colombie n'aimaient pas. Des militants, des hommes politiques de gauche, des défenseurs autochtones des terres. Quiconque se mettait en travers de leurs intérêts commerciaux, des grandes entreprises agricoles ou des cartels de la drogue, ils exécutaient simplement ces personnes au nom des oligarques de droite qui dominent la politique colombienne. Et je dois vraiment insister sur le fait que les crimes commis par Uribe avec le soutien du gouvernement américain sont véritablement glaçants. En 2023, l'armée colombienne a été contrainte de présenter des excuses officielles parce que, pour la première fois, la Colombie a un président de gauche, Gustavo Petro, et il voulait que justice soit rendue aux victimes de l'armée colombienne et de ses groupes paramilitaires, soutenus par des politiciens de droite comme Uribe. Pourquoi ont-ils présenté des excuses? Que s'est-il passé? Ceci est connu sous le nom de scandale des faux positifs en Colombie, falsos positivos. Et dans ce scandale, l'armée colombienne a exécuté des milliers de civils innocents, puis les a déguisés en guérilleros de gauche des FARC, un groupe socialiste révolutionnaire qui, pendant des décennies, a combattu contre le gouvernement colombien. Ainsi, durant les années où Alvaro Uribe était président, de 2002 à 2008, l'armée colombienne a tué 6402 civils, puis les a habillés en uniforme, prétendant à tort qu'il s'agissait de guérilleros de gauche afin d'augmenter leur taux de tués. Ce sont le genre de crimes horribles qui étaient constamment commis par le régime colombien lorsque Alvaro Uribe était président de 2002 à 2010.
Et encore une fois, il était un allié très proche du gouvernement américain. Et en particulier, il était très proche du président américain George W. Bush. Et la plus grande ironie de toutes, c'est que le gouvernement américain a loué Uribe comme son allié fidèle dans la soi-disant guerre contre la drogue. Je veux dire, on ne pourrait pas inventer une histoire pareille. L'un des politiciens corrompus les plus notoires au monde, lié au cartel de la drogue, a été présenté par Washington comme l'icône de la guerre contre la drogue. Et c'est pourquoi il n'est absolument pas surprenant de voir qu'aujourd'hui, l'administration Trump défend à nouveau avec force cet ancien président, Álvaro Uribe, connu pour ses liens avec les cartels de la drogue et les escadrons de la mort, et s'immisce dans les affaires intérieures de la Colombie. Parce que cela est également étroitement lié à la politique intérieure de la Colombie et au fait qu'en 2026, une élection présidentielle aura lieu en Colombie et que le gouvernement américain s'immisce dans les affaires colombiennes pour tenter d'empêcher l'actuel président de gauche, Gustavo Petro, de rester au pouvoir. Et immédiatement après sa victoire à l'élection, le gouvernement américain s'est ingéré dans les affaires intérieures de la Colombie pour tenter de déstabiliser Petro et l'empêcher de gouverner. En fait, en juin 2025, des journalistes ont révélé une tentative de coup d'État contre Petro menée par son ancien ministre des Affaires étrangères corrompu, qui avait été remplacé par Petro et qui depuis mène une guerre politique contre le président. Il s'appelle Álvaro Leiva. Et dans des enregistrements divulgués obtenus par des journalistes, il a admis qu'il essayait d'obtenir le soutien du gouvernement américain, y compris de Marco Rubio, afin de mener un coup d'État pour renverser le président de gauche, Petro. Et depuis le début du mandat de Petro, Marco Rubio n'a cessé d'attaquer le président colombien de gauche, y compris à l'époque où Marco Rubio n'était qu'un sénateur, et surtout maintenant que Rubio est secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale. Il n'a cessé de critiquer Petro, surtout parce que Petro s'est montré très franc dans sa défense du peuple palestinien, ce qui a vraiment irrité les États-Unis. Et de nouvelles élections en Colombie approchent en 2016, donc une autre raison pour laquelle Marco Rubio s'ingère ouvertement dans la politique intérieure de la Colombie, c'est qu'il essaye de faire pencher la balance en faveur de la droite colombienne. Maintenant, la Colombie est probablement l'exemple le plus flagrant de l'hypocrisie, du deux poids deux mesures, de la corruption et de la criminalité de la politique étrangère des États-Unis en Amérique latine. Mais il existe de très nombreux autres exemples. Je veux dire, tout d'abord, c'est une région où les États-Unis sont intervenus militairement dans presque tous les pays. Le gouvernement des États-Unis a soutenu des dizaines de coups d'État militaires contre des dirigeants de gauche démocratiquement élus dans la région, et bon nombre de ces régimes autoritaires de droite soutenus par les États-Unis ont essentiellement été des régimes marionnettes des États-Unis. Ils ont souvent été très étroitement liés au cartel de la drogue, et ils ont utilisé le trafic de drogue pour financer leurs opérations. Un autre excellent exemple de cela est l'ancien dictateur de droite qui a gouverné le Honduras avec le soutien du gouvernement américain. Il s'appelle Juan Orlando Hernández et il est également connu sous le surnom de JOH, d'après ses initiales JOH. Et il a supervisé l'une des plus grandes opérations de trafic de drogue au monde, tout en étant fermement soutenu par le gouvernement américain. Juan Orlando Hernández a été un allié particulièrement proche de Donald Trump lors de son premier mandat de président, de 2017 à 2021. En 2019, l'administration Trump a invité ce célèbre dictateur trafiquant de drogue à participer à un événement spécial organisé par les États-Unis aux Nations Unies, appelant à la protection de la liberté religieuse. Bien sûr, le gouvernement américain a utilisé cet événement pour attaquer la Chine, l'Iran, le Venezuela, Cuba et tous les adversaires géopolitiques de Washington, tout en invitant en tant qu'invités spéciaux des dictateurs de droite impliqués dans le trafic de drogue. Maintenant, la raison pour laquelle Hernández est même arrivé au pouvoir à l'origine, c'est parce que le gouvernement américain a soutenu un coup d'État au Honduras en 2009, renversant le président de gauche démocratiquement élu du pays, Manuel Zelaya. Et à cette époque, le gouvernement américain était dirigé par un démocrate, le président Barack Obama,
le vice-président Joe Biden, ainsi que la secrétaire d'État Hillary Clinton. C'étaient les dirigeants les plus puissants du Parti démocrate, et ils ont fortement soutenu ce coup d'État contre un dirigeant de gauche élu, aidant à placer au pouvoir des trafiquants de drogue corrompus de droite pour diriger le Honduras pendant plus d'une décennie. Donc, je dois être clair, il n'y a pas que Trump qui a soutenu ce dictateur notoire impliqué dans le trafic de drogue au Honduras. Il y a aussi eu Biden et Obama. Mais le fait que le gouvernement américain soutenait aussi ouvertement et publiquement un homme que tout le monde savait être un dictateur et un trafiquant de drogue a évidemment nui à l'image, aux relations publiques, à la propagande de l'Empire américain. Ainsi, l'administration Biden s'est retournée contre Juan Orlando Hernandez après qu'il a quitté ses fonctions et ils ont essayé d'en faire un exemple. Je veux dire, il existe de nombreux exemples dans l'histoire où Washington a soutenu un dictateur brutal et corrompu, puis s'est retourné contre lui lorsqu'il ne servait plus les intérêts des États-Unis. Un autre bon exemple de cela est Saddam Hussein en Irak. Dans les années 1980, lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran et tenté de renverser le nouveau gouvernement révolutionnaire iranien après la révolution iranienne de 1979, la CIA a fourni des renseignements à l'Irak afin de faciliter l'utilisation par Saddam Hussein d'armes chimiques et de gaz contre les soldats iraniens lors de la guerre Iran-Irak. Ainsi, le gouvernement américain avait directement soutenu Saddam Hussein. Puis, à peine 2 décennies plus tard, en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak et renversé le gouvernement de Saddam Hussein. Pendant des décennies, le gouvernement américain a soutenu des dizaines de dictateurs corrompus de droite qui ont fait du trafic de drogue et soutenu des escadrons de la mort afin de servir une poignée d'oligarques corrompus de droite qui exploitent le pays au profit des entreprises américaines. Les États-Unis ont fait exactement la même chose dans les années 1980. Après que le front sandiniste de gauche ait renversé le dictateur de droite corrompu, soutenu de longue date par les États-Unis, Somoza, et que le gouvernement américain ait tenté de détruire la révolution sandiniste. Ainsi, dans les années 1980, la CIA a soutenu de tristement célèbres escadrons de la mort d'extrême droite connus sous le nom de Contras, ce qui signifie contre-révolutionnaire en espagnol. Avec le soutien de la CIA, les Contras n'ont pas seulement assassiné des responsables du gouvernement nicaraguayen et incendié des écoles et des hôpitaux, ils ont également fait du trafic de drogue. Et cela a été révélé par le journaliste américain Gary Webb dans de nombreux articles qu'il a publiés, puis, de façon célèbre, dans son livre Dark Alliance, The CIA, The Contras and the Crack Cocaine Explosion. Et la carrière de Gary Webb a été détruite pour avoir révélé comment le gouvernement américain soutenait ces trafiquants de drogue afin de financer sa guerre de terreur contre les sandinistes au Nicaragua. Et finalement, Gary Webb est mort dans des circonstances très étranges et il y a encore beaucoup de questions sur ce qui lui est réellement arrivé. Donc, maintenant que j'ai fourni tout ce contexte historique montrant comment, pendant des décennies, le gouvernement américain a soutenu de nombreux dictateurs corrompus de droite et trafiquants de drogue en Amérique latine, il devrait être évident à quel point il est incroyablement hypocrite que l'administration Trump accuse aujourd'hui de façon absurde le président vénézuélien de gauche, Nicolás Maduro, d'être soi-disant un baron de la drogue et que l'administration Trump lance maintenant une nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela. L'administration Trump a déployé de nombreux navires de guerre et plus de 4000 soldats américains près du Venezuela, menaçant le pays en utilisant comme prétexte le soi-disant trafic de drogue, ce qui, comme je l'ai démontré aujourd'hui, est complètement absurde. Mais c'est le prétexte que l'administration Trump essaie d'utiliser pour justifier une intervention américaine visant à renverser le gouvernement indépendant et de gauche du Venezuela.